Salut, c'est Laurie Darmon, bienvenue dans le podcast Corps à Cœur présenté par Période, un podcast dans lequel on parle de rapport au corps, d'acceptation de soi, avec des artistes, des sportifs, des chanteuses, des personnalités qui ont des images publiques. Et dans cet épisode, je reçois la présentatrice radio et activiste Anna Toumazov. Salut Anna. Salut. Comment ça va ? Ça va et toi ? Mais ça va bien. Est-ce que, déjà pour commencer, tu pourrais te présenter ? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Anna Toumazov, j'ai 28 ans et je suis productrice et présentatrice radio, activiste, alors féministe, mais pas que, écrivaine, influenceuse si on cherche à se réapproprier le terme, et plein d'autres choses encore. Ok, intense, ça en fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Du coup, tu exerces des métiers d'image publique, de représentation publique. Quel est du coup ton rapport à ton corps ? C'est un rapport au corps compliqué parce que j'avoue que comme beaucoup de personnes, j'ai souffert de troubles alimentaires depuis très longtemps, depuis l'adolescence, comme la plupart des gens qui en développent, même si je crois qu'il y a même eu des premières occurrences dans l'enfance en ce qui me concerne. Et en fait, j'ai commencé à être très médiatisée il y a 4 ans maintenant, donc c'était fin 2019. J'avais juste 24 ans et ça m'est vraiment tombé dessus d'un coup. C'était lié à mes engagements féministes. C'était en l'occurrence une affaire où j'avais lancé l'alerte qui s'appelait Uber c'est over et où je me suis retrouvée propulsée du jour au lendemain dans tous les JT, sur les plateaux télé, etc. Donc être vue par des millions de personnes à travers la France et le monde. Et c'est très étrange en fait. Quand on a déjà de base des problèmes de représentation de soi-même, et qu'en plus, notre image d'un coup ne nous appartient plus. On n'est non plus filmé que par soi-même sur des selfies, mais on est aussi filmé par des caméras sous différents angles, sous différents côtés. Notre parole même ne nous appartient plus. Et on se voit beaucoup, et beaucoup trop, je pense. Donc, ça a été compliqué. Et à chaque fois que j'ai été en ce qu'on appelle... dans le vocabulaire médiatico-politique, en séquence médiatique, c'est-à-dire des moments où j'avais des vingtaines, trentaines d'interviews par jour. À chaque fois, à ces moments qui duraient souvent plusieurs semaines, succédaient des moments d'énormes problèmes de perception de mon corps et de moi-même, où vraiment je ne pouvais littéralement plus me voir, sous peine de faire des crises d'angoisse et toutes sortes de malaises. Quand tu dis je sens que dès l'enfance il y avait des occurrences de représentation du corps compliquées, etc. Et ensuite notamment des troubles du comportement alimentaire à l'adolescence, tout ça. Est-ce que tu sais identifier, comme c'est un moment où tu n'es pas encore médiatisé et regardé par une foule, est-ce que tu sais identifier pourquoi et comment c'est né ? Là, j'en parle, mais c'est des sujets dont je n'ai jamais parlé. Mais comme c'est des thématiques dont on parle beaucoup actuellement, ça me semble important. En fait, quand j'étais petite, j'étais en avance à l'école. Donc, j'ai sauté une classe. J'aurais dû en sauter 2, mais mes parents ont dit que ça ferait trop. Et du coup, je te laisse imaginer une gosse bizarre qui sait faire des équations à 2 inconnus et qui lit des livres dans la cour de récré, tu vois. Oui. Du coup, il n'y avait personne qui me parlait. Et j'étais fort louée pour mon intelligence par les profs, notamment par les maîtres et les maîtresses. Du coup, à cet âge-là, on dit ça comme ça. Et ils n'étaient pas toujours très malins parce qu'en fait, ils allaient dire aux autres enfants « Ah, regardez comme elle est intelligente, elle finit les exercices avant vous, elle finit la 2e rasade d'exercices avant vous. » Donc, on m'envoyait souvent chez ce qu'on appelait les CLIS à l'époque. C'était les enfants qui avaient qui souffraient de handicaps mentaux ou même qui avaient des cerveaux en fait différents. Ça pouvait être des enfants autistes, des enfants qui avaient une trisomie 21, tout ça. Et en fait, on m'envoyait les voir, faire la lecture, jouer avec eux et tout, parce que leur neuroatypie répondait à la mienne. Et du coup, je pense que le fait d'être aussi peu peut-être populaire et aussi différente des autres, ça nourrit un profond besoin de conformité. Alors, ça a duré que 2 ans vraiment où j'ai été très exclue, voire harcelée à l'école. J'ai la chance que ça soit pas arrivé au collège où vraiment les enfants sont hyper dangereux. Moi, c'était en CP-CE1
C'est pas du tout un traumatisme auquel je pense au quotidien, mais je pense que c'est quelque chose qui m'a quand même construit, parce que j'ai quand même été tapée et tout à des moments. Mais du coup, j'ai très vite voulu être... En fait, je voulais être belle. Je m'en foutais d'être conne, je m'en foutais d'être méchante. Je voulais qu'on dise de moi, elle est belle. Et du coup, à partir de la 3e, ça a été une réussite. Donc là, j'étais, tu vois, petite star, machin, très bien. Et du coup, à l'époque, c'est toujours le cas maintenant, il ne faut pas se leurrer, les choses n'ont pas évolué. On l'a évoqué ensemble à la radio il n'y a pas si longtemps dans mon émission, mais il fallait être mince. Et moi, j'avais compris comment être mince, il suffisait de ne pas manger. Donc, je ne mangeais pas. Et j'étais très fière. Ça, c'est un truc aussi intéressant, je pense, à saisir dans tout ce qui concerne l'anorexie. J'étais très fière de me maîtriser. Et je voyais les personnes qui n'arrivaient pas à se maîtriser. Tout le monde voulait être mince, hein, grosso modo. Les personnes qui n'arrivaient pas à se maîtriser comme moi, qui n'arrivaient pas à accepter les problèmes de cette maîtrise, qui était effectivement le fait de pouvoir tomber dans les pommes, le fait d'avoir moins de force, le fait de devoir un peu cacher et louvoyer. Et je les considérais comme moins forts et surtout moins fortes que moi, puisque moi j'arrivais à faire un truc que les autres ne savaient pas faire. Et j'étais aussi très accro à cette sensation de flottement qu'on peut avoir quand on est en hypoglycémie constante. Et à cela s'ajoutait, alors ça j'en étais pas consciente parce que c'est un trouble dont on parle beaucoup moins, mais de l'hyperphagie. Donc il y a toujours eu très peu de sucreries chez moi et de trucs un peu fun à manger, hein. J'ai jamais fait des crises d'hyperphagie sur des Kinder Bueno ou du Nutella. Par contre, je pouvais défoncer un paquet de pâtes en rentrant chez moi, donc 500 grammes de pâtes pas cuites, manger des lentilles pas cuites, manger de la farine, enfin un peu tout ce qui tombait sous ma main, et ça, je l'ai gardé. Et ça, je me rends compte même à mon âge, donc maintenant j'ai 28 ans, je m'alimente pas normalement. C'est-à-dire que très souvent, il n'y a pas de courses chez moi. Bon, là, alors, j'habitais en coloc, ça va plus être le cas, donc peut-être que ça va changer parce que je pourrais être moins dans le déni, mais il n'y a jamais de courses chez moi, tu vois. Vu que j'habite entre plusieurs villes en plus, je fais jamais les courses. Et du coup, vraiment, je mange quand je pense à manger. Je mange beaucoup à l'extérieur, mais du coup, je grignote un truc. Ça m'arrive de faire 2-3 jours sans manger. Et si je me chauffe à faire à manger, je vais vraiment faire un gros truc. Mais j'ai pas de routine alimentaire, quoi. Je sais cuisiner, mais je cuisine pas. Enfin, il n'y a jamais à bouffer chez moi, quoi. Enfin, Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais du coup, alors déjà, c'est très intéressant quand tu le racontes comme ça et que tu racontes que tu avais besoin d'être dans une certaine... de te retrouver dans une foule, d'appartenir à un groupe, peut-être par l'apparence physique, puisque justement, tu étais différenciée par ailleurs. Est-ce que ce truc d'appartenance au groupe par le physique, à un moment donné, justement, tu passes de l'autre côté puisque tu maigris beaucoup trop et que du coup, ou en tout cas, tu es dans un rapport particulier et que du coup, on voit bien que tu n'es même pas dans ce groupe-là. Non, j'ai eu de la chance de jamais avoir une anorexie de type clinique. Enfin, c'est jamais allé assez loin, mais d'autant que je me souvienne, je sais pas, je faisais... quand j'avais 17, 18, 19, 20, ça a dû être jusqu'à 21, 22 vraiment que j'étais aussi mince. Je faisais, je sais pas, 50 kilos quoi, pour 1m75. Ouais. Donc c'était très mince, mais c'était pas non plus maigritique. Bien sûr. Et en plus de base, tu vois, on le voit même au poignet et tout, j'avais une morpho où j'étais censée être très très menue. C'est juste que je me suis flinguée comment on dit, ce métabolisme, parce que j'ai commencé à faire des régimes beaucoup trop jeunes. Et du coup, ça n'a jamais fait un truc choquant. Tu vois, dans ma famille, mes deux parents ont les visages très minces et tout, donc c'était pas choquant. Mais non, c'est plus que c'était handicapant au niveau de ma vie sociale. Enfin, je veux dire... Alors, en plus, il y avait ce truc où je sortais beaucoup. Je buvais beaucoup quand j'étais étudiante. Et donc, j'étais très fière d'être en mode... Je suis drunkorexic. Donc ça, à l'époque, c'était un terme dont on parlait beaucoup, qui était très glamourisé. C'était le fait de ne se nourrir que d'alcool. Donc, les seules calories qui rentrent dans ton corps sont des calories de l'alcool. Et Dieu sait qu'il y en a. Donc, du coup, comme tu manges très peu, t'es vite bourré. Et comme t'es tout le temps en gueule de bois, tu ne manges pas. Ça, c'était glamourisé un peu. C'était un peu trash, quoi. C'était cool d'être trash. Du coup, j'étais vite saoule.
Et après, non, j'étais à la fac, j'avais une copine, elle devait venir me chercher des fois en scout, parce que je faisais des malaises, quoi. C'est le malaise vago avec tous les picotements et tout. Non, c'était pas génial en vrai. Et je prenais beaucoup de coupe-faim aussi. Je prenais des trucs de plantes. Je prenais pas des médicaments hardcore. Et comme c'était des plantes, bon voilà, je vais pas citer les plantes, on va pas leur faire de la pub. Mais c'est des trucs qui gonflent dans ton ventre et qui enlèvent la sensation de... Enfin, qui créent la sensation de satiété. Satiété, je sais pas comment on prononce. Satiété, et voilà. Et je sais mais encore de nos jours, parfois ça m'arrive d'avoir recours. C'est-à-dire que maintenant, je suis dans un paradoxe assez fort. Je fais une taille, ça aussi, évidemment, j'ai encore beaucoup de yo-yo. Je fais une taille 38-40, dirons-nous, donc pour 1m75, c'est mince. C'est pas extrêmement mince, c'est pas menu, mais c'est mince. Moi, je m'en rends pas compte puisque je souffre de dysmorphophobie. Donc, je n'ai aucune lucidité dans la perception que j'ai de mon corps. Ce qui peut être un problème parce que je ne me vois pas maigrir, je ne me vois pas grossir. Alors que c'est quand même important de pouvoir observer les variations importantes qu'il peut y avoir dans notre corps. Mais du coup, là, c'est vrai qu'au fur et à mesure que ma notoriété s'accroît et que ma visibilité médiatique ou dans des événements s'accroît, je suis de plus en plus habillée par des stylistes ou par ce qu'on appelle des bureaux de presse. Et en fait, le problème, c'est horrible ce que je dis, c'est que maintenant, ça va un peu mieux au niveau des troubles alimentaires, même si c'est un truc qui revient très facilement. Je crois malheureusement pas qu'on puisse en guérir totalement. Par contre, on peut apprendre à vivre avec. Mais c'est vrai que parfois, je me retrouve à réfléchir de façon rationnelle et à me dire, effectivement, je ne suis pas bien dans ma peau, ce n'est pas pratique quand je suis en phase de troubles alimentaires, notamment en phase d'anorexie légère. Encore une fois, c'est pas une anorexie clinique, même si peut-être que c'est de la minimisation de ma part. Je pense, ouais. Oui, c'est possible. Mais je sais qu'encore à la rentrée, j'ai des moments où je me pose et je rationalise et je me dis, mais en fait, tout est tellement fait pour les personnes minces, pour les personnes qui font un 34-36, que même si ça implique d'avoir des troubles alimentaires, ce qui a des impacts sur chacun des pans de ma vie, c'est plus simple quand même de vivre avec ces troubles alimentaires, avec cette anorexie potentielle, que de ne pas être dans les bonnes tailles et d'être moins conforme à ce qu'on veut de moi, de moins pouvoir jouir du beauty privilège, de peut-être avoir moins de contrats avec des marques, etc. Donc je me retrouve à avoir des dilemmes tout à fait rationnels. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une mauvaise santé physique et mentale ou avoir moins d'opportunités Et c'est assez trash. Très trash, mais c'est très bien de le formuler comme ça, puisque c'est très vrai. Et je trouve que c'est important d'être réaliste aussi. Est-ce que tu peux identifier que dans des moments où tu es particulièrement médiatisé, particulièrement visible, ton rapport à ton corps est d'autant plus dur, voire destructeur, en tout cas, ce syndrome de dysmorphophobie est d'autant plus intense, ou ça ne fluctue pas avec ça? Si, moi, le rapport que je peux avoir à mon corps, l'image que j'ai de moi-même, fluctue énormément avec les moments de grande visibilité, donc notamment les séquences médiatiques que je pouvais évoquer. Donc je suis lanceuse d'alerte, entre autres casquettes, donc j'ai eu des très grosses séquences médiatiques sur des affaires de dénonciation de violences sexuelles. Donc il y a eu Uber C'est Over, il y a eu Science Sport, il y a eu Double Peine pour citer les plus connus et les plus médiatiques. Donc à chaque fois c'était des séquences où je me suis retrouvée à faire des 10, 20, 30 interviews, donc radio, télé, presse écrite par jour, pour la France, mais aussi à travers le monde. Enfin, tu vois, je me suis retrouvée dans l'équivalent du Monde au Japon en une. Incroyable. J'ai fait des trucs BBC, des trucs aux States, j'ai fait le JT en Suède, enfin des trucs complètement improbables. Des fois, quand j'y pense, je me dis, mais c'est pas ma vie, c'est pas possible. Ça m'est pas arrivé à moi, genre c'est bizarre, tu vois. Et le truc, c'est qu'il se passe deux choses pendant ces moments-là, qui, je sais pas... c'est un peu la poule ou l'œuf, tu sais pas trop ce qui crée le plus les sensations d'inconfort. Mais en tout cas, c'est d'une part, ton image t'échappe parce qu'elle est partout d'un coup. Donc tu te retrouves à être filmé sous tous les angles, à des moments où en plus t'es fatigué, à des moments où le visage se creuse ou au contraire gonfle, parce que la fatigue, ça fait tous ces effets-là. À des moments où je mange plus n'importe quoi que jamais, notamment pour combler parfois le stress, le ci, le ça. Ou au contraire des moments où je n'arrive pas à m'alimenter, où je suis au bord du malaise en télé. Et
le deuxième truc qui se passe pendant ces séquences médiatiques, ces moments de forte visibilité, je sais pas si c'est des choses que toi tu peux ressentir en tournée ou quoi, mais c'est qu'en fait, tu reçois évidemment énormément de témoignages de sympathie ou de témoignages tout court de violences sexuelles en ce qui me concerne, puisque c'était ces messages-là que je portais. Mais du coup, t'as beau être très visible, t'es très seule, parce que t'as pas le temps en fait de mener ta vie privée normalement. Parfois, moi je sais que j'ai dit adieu à toute vie privée pendant 4 ans, et là maintenant j'essaie de retourner tout doux à une vie normale. Mais du coup, la sensation que ton image t'échappe, te voir trop déjà, c'est comme quand on regarde un selfie pendant 10 minutes, à la fin il se déforme sous nos yeux. Ou tu vois, c'est ce qui m'est arrivé au dernier Corps à Cœur, je t'ai déjà raconté cette histoire. J'étais habillée par une styliste que j'aime énormément et qu'on salue si elle voit ça, Jeanne Friot, qui m'avait passé une superbe combinaison rouge, qui était très belle, même je revois les images maintenant, je la trouve très belle. Donc une longue combi, c'était un ensemble rouge, c'était magnifique, ça me faisait super longue et tout. Le problème, c'est que j'étais passée au maquillage coiffure tôt, donc j'avais enfilé la tenue tôt. Il y a eu plusieurs heures qui sont passées avant que je monte sur scène. Et le temps que je monte sur scène, j'avais le temps que mon image se déforme devant mes yeux dans le miroir, de me trouver immonde. Et j'étais en crise sur scène, en fait, c'était horrible. Et du coup, de la même façon, quand tu te vois partout... quand tu vois ton image partout et sous tous les angles, sous des angles que tu ne choisis pas, la plupart des gens sont habitués à se voir dans le miroir. Dans le miroir, on se voit d'une certaine façon. Et en selfie, on se voit aussi d'une certaine façon pour les gens qui s'exposent en selfie. Mais là, en fait, ton image t'échappe complètement. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Et quand, en plus, tu as les espèces d'affres de la solitude qui peuvent faire ressortir des traumatismes divers chez chacun et chacune d'entre nous, des traumatismes de diverses sortes, la combinaison est explosive. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est très passionnant, justement, de se rendre compte qu'effectivement, c'est aussi le temps d'exposition. Bien sûr. C'est aussi et c'est nécessairement aussi la façon, ce qu'on te renvoie de toi. Bien la sûr. façon dont on Bien te sûr. regarde, etc. Et est-ce que justement, donc quand on revient un peu plus tôt à l'enfance, avant que tu sois exposée, avant tout ça, est-ce que tu avais compris aussi, quand tu dis moi, ce qui comptait le plus pour moi, c'était d'être belle, est-ce que tu avais compris que c'était parce que c'était le critère qui te permettrait le mieux, finalement, d'être puissante quand on est une femme? Tu vois, pourquoi ce critère-là plus qu'un autre? Et quand tu pratiquais justement le fait de rester très mince, etc., est-ce que tu comprenais que c'était comme ça, que tu étais mieux désirée par les hommes? Pour répondre à tes deux questions, donc quand j'étais petite, j'ai lu très très tôt. C'est-à-dire que j'ai de la chance, c'est un énorme cheat code, parce que du coup j'ai une énorme culture littéraire, mais j'ai tout lu quand j'avais 5-6 ans, tu vois. Du coup je peux faire genre que maintenant je lis énormément et tout machin. En fait, je suis beaucoup intéressée. Mais oui, non, j'étais vraiment... j'étais beaucoup plus intelligente. Vraiment, j'ai l'impression, mais ça, il y a beaucoup d'enfants à l'époque, on disait surdoués, qui le disent. J'ai l'impression que j'étais super intelligente à l'époque et qu'après, ça a fait... Ouais. Vraiment. Mais du coup, je pense que j'ai été impactée par la culture populaire super tôt, du coup, puisque j'ai vraiment beaucoup lu. Tu lis des hommes essentiellement quand tu lis des classiques en plus. Et c'est pas forcément les plus tendres avec les femmes. Mais il y a plein de repères comme ça culturels. Par exemple, je pense à un Jacques Brel, un chanteur, quand tu l'écoutes parler, en vrai, il y a des trucs qu'il dit, c'est trop bien, c'est hyper éloquent. Mais quand il parle des femmes, voilà. Et le truc, c'est que du coup, je pense, notamment quand tu prends la littérature à l'ancienne, c'est un truc qui revient souvent, qu'en fait, j'ai dû opposer comme tout le monde à ce moment-là, avec en plus aucun regard critique, puisque aussi intelligente que j'étais, j'avais 5 piges. J'ai dû opposer, je pense, belle et intelligente. Et moi, ce cerveau me faisait souffrir. J'étais là, mais je suis différente, c'est pas agréable en fait. Et du coup, je sais que, tu vois, typiquement là, sur les questions d'intelligence, j'ai vraiment en tête que jusqu'à un certain QI, tu vois, genre les gens qui ont 132 QI, pour moi, ils pètent le game en fait. Parce que du coup, c'est génial, ils sont à une intelligence super forte, mais ils sont juste avant d'être décalés. Eux, ils sont trop bien, c'est les rois du pétrole. Quand t'es au-delà, mais t'as juste le cerveau à côté, t'es à côté de ce monde et t'es pas surdoué, et t'es un espèce d'alien qui comprend, qui arrive pas à analyser les gens, c'est trop bizarre. Et du coup, moi, je sais que c'est un truc qui m'a fait de fou souffrir et je voulais vraiment éteindre cette intelligence, parce que j'avais l'impression que c'était la source du malheur, parce que t'as le cerveau qui s'arrête jamais. Et du coup, je crois que, comme à cause de la misogynie de notre société, j'opposais énormément beauté et intelligence. Pour moi, si t'étais belle, c'est que t'étais bête. Je me disais, mais si je suis belle et bête, mais c'est génial, quoi, c'est trop bien. Et ouais, je voulais vraiment... je voulais être jolie, je voulais quitte à ce qu'on me prenne pour une conne,
je me disais que c'était comme ça qu'on était accepté. Et c'est ça qui est valorisé. Quand t'es petite, les princesses, on ne dit pas qu'elles sont follement intelligentes, tu vois. Bien sûr. On dit qu'elles sont jolies. Et même les pop stars qu'on avait, on vantait leur joliesse. Maintenant, tu te rends compte. Bah, regarde, j'ai eu Laurie l'autre jour dans l'émission que j'ai la chance d'animer. La meuf a un super discours. Mais quand on était petite, on nous disait juste elle est belle, tu vois. Elle chantait des chansons sur l'amour, les copines. Voilà, elle chantait pas sur les tourments qu'il animait. Oui, bien sûr. Quand on fait une avance rapide, ensuite tu deviens donc médiatisé. Là, clairement, le fait d'avoir un cerveau, c'est ce qui ressort fort de toi. Et du coup, comment tu gères justement le fait d'avoir longtemps opposé beauté et intelligence, et là, finalement, de laisser s'exprimer ce qui est profondément toi, donc de t'accepter telle que tu es, donc plutôt intelligente, en tout cas qui sait réfléchir et qui ne se laisse pas faire. Pourquoi tu l'as laissé s'échapper? Pourquoi tu as accepté ça de toi? Qu'est-ce qui a fait finalement que t'as laissé de côté ce qui apparemment pour toi était opposable et contradictoire? Mais ça a énormément aussi, en fait, parce que du coup, quand j'ai commencé à être connue de par mes engagements féministes, en fait, j'ai eu cette pression qui est inhérente au milieu féministe, où en fait, on a grandi dans une culture misogyne. Donc, aussi féministe que tu puisses être, tu vas quand même avoir des trucs misogynes qui vont rester en toi, dans ta façon de juger les autres femmes, dans ta façon aussi de t'imposer des choses difficiles dans tes relations si t'es hétéro. On en parlait encore hier, on faisait une conférence avec En Avant Toutes sur la question des relations toxiques. Et il y avait Morgane Hortin, qui est une immense amie, on parle beaucoup de nos relations amoureuses, qui disait, mais en fait, t'as beau conseiller des millions de personnes sur les relations amoureuses et comment éviter les écueils de la toxicité, bah à la fin de la journée, tu restes quand même un être humain normal dans une société misogyne. Et bien sûr que tu vas vivre des choses difficiles. Et c'était assez courageux de sa part que de le souligner. Et de la même façon, dans les milieux féministes, il y a grave de misogynie. Donc moi, on me mettait plein la gueule parce que on me disait à demi-mot en gros que j'avais un physique de bimbo parce que je correspondais aux standards de la société. On m'a traité de Blair Waldorf du féminisme, on m'a traité de bimbo féministe, de ci, de ça. Et moi, je me sentais trop mal de ça, tu vois. Je disais ça. Et en fait, c'est pas normal. C'est pas parce que vous êtes féministe que ça donne pas tous les droits. Combattre, ça ne donne pas tous les droits. Être oppressé, ça ne donne pas tous les droits. Et je n'ai pas à m'excuser de me correspondre aux standards de la société physiquement, quand en plus, je souffre comme les autres du fait qu'on me dise que ce n'est jamais assez, tu vois. C'est un truc dont j'ai beaucoup parlé avec Nesrine Slaoui, qui fait aussi l'objet de ces critiques constantes. Et pour le coup, elle correspond 10 fois plus au standard de la société. En plus, c'est vraiment un avion de chasse. Mais du coup, moi, ça me mettait trop dans le mal. Et de la même façon que je me suis toujours forcée à une énorme humilité par rapport à ce que j'arrivais à accomplir dans mes combats, quand je parlais dans ma vie quotidienne, parce que j'avais pas envie d'avoir l'air d'une meuf qui se la pète, etc. Alors qu'en fait, non, on a le droit d'être fiers de ce qu'on réalise, mais en tant que femme, on nous dit directement que ça veut dire qu'on se prend pas pour de la merde et qu'on est des connes, en gros. Et du coup, moi, j'essayais énormément de montrer aux autres femmes, aux autres féministes, que je n'étais pas en danger, que j'étais très simple, et que j'aimais pas la mode, et que d'ailleurs je me maquillais pas. Mais c'était super misogyne aussi de ma part. Je me vantais de pas me maquiller, sous-entendu, je suis fraîche sans fin. En tout cas, oui, potentiellement, mais il y a tout un truc à puis il y a surtout sous-entendu, je suis pas superficielle. Exactement. Et en fait, c'est là où il faut effectivement le déconstruire. Exactement. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en même temps, toi, tu avais cette sensation que si tu avais ce côté, entre guillemets, potentiellement bimbo physiquement, je serais pas crédible. Voilà, ça discréditait totalement ton propos. Donc c'est vrai que c'est encore des choses qu'on oppose beaucoup. Et c'est ça. C'est ce qui fait qu'aussi le rapport au corps, il est très complexe, quoi. Bien sûr. Mais après, je me suis retrouvée aussi face à des ministres à la télé, j'avais 25 piges. Donc en fait, moi je me disais, ok, il faut avoir l'air super professionnel et il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse et tout. Puis après, il y a eu une période, là, beaucoup plus récente, de réappropriation d'une hyperféminité, où j'avais tout le temps les longs ongles et tout machin. J'ai fait grave des interviews là-dessus. Je les avais à la télé. C'était trop marrant, on m'attaquait. J'ai fait des télés qui duraient des heures. Il y en a une notamment l'autre jour, c'était au printemps dernier. On m'a mis face à un intellectuel français qui a 50 ans de plus que moi. Donc on a eu un débat très équilibré, tu vois. Et c'était sur...
En gros, la cancel culture, les woke, enfin, toujours les mêmes trucs. Et j'avais mes très longs ongles. Là, les gens sur Twitter, ils n'ont pas critiqué le fond. Putain. Ils ont critiqué les longs ongles. Et je suis en mode, bon. Et là, maintenant, j'ai moins besoin de revendiquer, mais c'est parce que je commence à être dans une forme d'apaisement très profond. Et voilà. Et là, je suis en train d'accepter tous les paradoxes. Il y a un an, à l'automne, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram parce que je trouve ça hyper important de parler de santé mentale et de parler du fait qu'on peut avoir des traversées du désert. Petit jeu de mots. Et s'en ressortir. Et en gros, en fait, j'ai eu une méga crise existentielle liée à une énième relation toxique. Et en fait, pour survivre à ce truc-là, j'ai dû me rendre compte qu'en fait, c'était pas la faute du mec. Alors, je dis pas que je lui pardonne pour autant, ça reste voilà, à mes Bien yeux sûr, ouais. voilà. Ouais. Mais il est que le symptôme d'un truc, et en fait je pense que quand on s'impose relation toxique après relation toxique, c'est qu'on a des trucs bien plus profonds à régler. Et du coup, le fait d'avoir une très profonde réflexion sur moi-même pour me reconstruire, mais vraiment, quand je dis que j'étais au fond du seau, c'était au fond du fond. Quand t'es là, tu grattes les cailloux avec les ongles que t'as plus. Et du coup, t'es obligé de te mettre vraiment face à toi et à tout, en fait, et face à la vie. Et ça m'a rendu beaucoup moins manichéenne. J'ai arrêté d'être manichéenne et de me dire, il y a des grands... Parce que ça, quand tu arrives dans le militantisme, c'est une grosse tentation de se dire, en fait, il y a des règles comme ça de morale et de justice qui sont hyper simples et qui peuvent s'appliquer à toute situation et à tous et à toutes. En fait, non, la vie est beaucoup plus compliquée. Parfois, on est amis avec des gens qui sont très problématiques. Et puis, parfois, on reste amis avec eux. Parfois, ils font partie de notre famille. Parfois, nous-mêmes, on agit mal. Parfois, ci, parfois, ça. Et me rendre compte de tout ça, ça m'a... Tu vois, ouvert les yeux. Ça t'a un peu apaisé. Oui, c'est en réalisant tous ces paradoxes qu'en fait, ouais. je me suis énormément apaisée parce que... Dans ton rapport à ton corps. Ouais, là, j'essaie de terminer un livre que je devais terminer depuis avant l'été. Et j'arrive pas à le terminer parce que mon cerveau a fait que décanter sur toutes ces questions, justement, de ce que sont les hommes par rapport aux femmes dans la société. Et comment un homme peut-il être heureux dans une société sexiste? Comment une femme peut-elle être heureuse? Comment peut-on mener des rapports apaisés? Comment est-ce qu'on peut survivre sans passer notre vie à s'embrouiller? Et ça veut pas dire qu'il faut rien dire et qu'il faut rester silencieuse et docile face à des injustices. Ça, il ne le faudra jamais, mais comment aussi enjoindre les hommes à ne pas être lâches face à tout ce que leurs congénères produisent. Enfin, plein de questions hyper intéressantes. Mais comment, en fait, est-ce qu'on peut faire avancer les choses de façon stratégique? Parce que si on fait que de la posture, ça ne sert à rien. Et ouais, du coup, moi, réfléchir à tous ces paradoxes, ça m'a beaucoup fait avancer. Et maintenant, ouais, j'arrive à concilier ce truc, me dire à la fois, en fait, j'ai envie d'être fraîche, mais j'ai aussi envie d'être intelligente. Et j'ai aussi envie d'être drôle. Parce que ça, la légèreté, je m'étais interdit d'en avoir depuis 4 ans. J'étais là, non. Si tu as un dîner avec tes meilleurs amis que tu n'as pas vu depuis 6 mois et que tu reçois le témoignage d'une victime de viol, alors c'est la priorité parce qu'une personne souffre plus. Incroyable. En fait, bah non. Si tu vas mal, tu pourras aider personne. Donc Bien ça, sûr. je m'en suis rendu compte. Et je me suis aussi un petit peu lâché la grappe. Mais là, c'est l'année qui a été la plus édifiante de ma vie. Enfin, tu vois, on parlait de corps à cœur tout à l'heure. C'était début février, mais j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. En 2023, il se passait tellement de trucs. Ouais. Je suis trop fière de moi et genre, c'est trop je suis bien. trop contente. C'est la première année où je suis fière de moi, tu vois. C'est beau. Et genre, j'ai touché mais le fond du fond du fond. Ouais. Et j'ai dû tellement réfléchir pour survivre que ça m'a profondément changé. Et c'est pour ça, quand je vois des potes qui ont le même genre de crise existentielle, là, à l'approche de la trentaine, c'est un peu le classique. Mais je leur dis, ça va être horrible. Et genre, je vais être là. Et je vais pas dire, ouais, ça va aller. Non, ça va pas aller. Ça va être l'enfer. Par contre, quand tu vas sortir de là, mon pote, tu vas être une nouvelle personne et tu vas trop aimer la personne que t'es. Donc voilà. Et du coup, j'ai arrêté de vouloir être. C'était ça aussi mon souci. Et je pense que ça, c'est un énorme pas face à l'adolescente que j'étais qui voulait juste être Miss Parfaite, tu vois, et que tout le monde l'aime. J'ai arrêté parce qu'un jour, j'ai réalisé qu'en fait, ce que je m'imposais à travers mes multiples casquettes, c'était d'être à la fois la plus belle, la plus intelligente, la plus drôle, la plus gentille, la plus cool, la plus connectée, la plus travailleuse, la plus douée, la plus créative. En fait, tu peux pas tout être à la fois. Et du coup, à chaque fois, je me comparais à la personne que j'estimais être la meilleure ou le meilleur dans chaque domaine et dans chaque qualité. Mais du coup, si tu te compares à 10 personnes à la fois, évidemment que tu pourras pas
toutes les égaler en même temps. Bien entendu. Et c'était très compliqué pour moi. Et là, je me suis foutu la paix. Donc, c'est cool, je suis contente. Bah, c'est trop bien. Mais dans ce que tu racontes, en tout cas, je trouve en tout cas que ça veut vraiment dire que quand tu as un rapport à ton corps qui est un peu troublé, mais ça, je le dis souvent, mais personnellement, quand j'ai compris ça, ça a changé beaucoup de choses. C'est souvent le symptôme du fait que tu n'acceptes pas, tu ne t'acceptes pas profondément comme tu es, ou en tout cas, il y a des choses que tu n'acceptes pas. Ouais. Et du coup, tu as souvent un rapport très manichéen aux choses. Ouais. Tu omets la nuance qui est finalement la réalité. Et en fait, si tu regardes bien, une fois que tu l'acceptes dans ta vie profonde, etc., elle devient beaucoup plus acceptable sur ton corps. Et le corps n'est que nuance, il est mouvant, tu vois, il n'a pas des contours qui sont stricts et qui sont donc c'est cool que tu acceptes ces paradoxes-là, puisque c'est la clé. C'est très bien d'observer. Merci beaucoup pour trop passionnant. Merci à toi, Anna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gros bisous. Et puis ce corps à cœur, viens, on le chante ensemble.